Gérard Depardieu, bonjour. Bonjour Darius. Vous signez un très beau livre de souvenirs, Ça s'est fait comme ça, chez XO, Oui. où vous racontez, on va parler de ça, de vous. Comment allez-vous d'abord? Très bien. Ce livre, je l'ai fait uniquement pour répondre à ce que les journalistes inventaient de moi. Mes excès, parfois, les incitaient à raconter une vie que je n'avais pas. Vous parlez de tout avec une liberté totale. Oui. L'amour, mais aussi la cruauté, la nourriture, les grands auteurs, la comédie. C'est la vie. C'est la vie telle que je l'ai vécue, et puis telle que je l'aime, parce que je n'ai pas peur. Et puis, mais ça me donne en plus la liberté de pouvoir accepter ou m'éloigner de certaines idées, ou quand je vois trop de conneries, je change de trottoir, parce qu'on ne peut pas changer la connerie et la bêtise. Vous décrivez quand vous êtes sur scène aujourd'hui et que le spectateur vient voir le monstre de Depardieu, et puis il vous regarde, il regarde si vous avez grossi, oui. etc. Et puis vous l'attrapez au silence. Vous Oui. faites des silences et vous prenez votre temps. Ah ben oui, il faut toujours... Parce que les acteurs, en général, au théâtre, démarrent toujours trop vite, parce que ils ont tous peur. Il y a beaucoup de gens qui ont peur. Même j'ai vu des gens qui préparaient des émissions de télévision. Dès qu'on présente une image, on n'a pas confiance en cette image. Et donc, Vous n'avez pas peur. Ah ben pas du tout. Vous racontez une scène extraordinaire, une sorte de scène initiatique. Vous voyez un funambule, c'est à Châteauroux, Oui, dans oui, votre c'est enfance. ça. Oui. Et il ne tombe pas tant qu'il a confiance en lui. La confiance, c'est simplement quand il y a simplement un manque de concentration et que tout à coup, on s'aperçoit de où on est, ce qu'on fait. Et là, comme une moto, par exemple, entre deux voitures, si jamais vous prenez conscience quand entre les voitures, vous passez et que vous avez un instant, un doute ou une peur, là, c'est dangereux. De même que quand on vieillit un peu et quand... avant, je pouvais sauter, hop, un ruisseau. Maintenant, si jamais j'écoute mon corps, c'est là où je peux me faire le plus de mal. Alors je me pousse justement à ne pas à aller au bout, même si je me casse la gueule comme un gros con, c'est pas grave. Il y a des scènes semi-légendaires sur vous. On dit par exemple qu'un jour vous faites piquer par un scorpion, Oui, et puis on veut vous donner l'antidote, vous dites non, non, ce sera le scorpion ou moi. oui, C'est mais vrai, ça, l'antidote, j'ai bien fait de pas le prendre parce que j'avais pas confiance dans ces médecins de brousse. L'antidote était périmé depuis longtemps. Et puis le scorpion, il y a eu un petit étouffement. Mais je crois que j'avais bu énormément de produits. Je dis que je pense que j'ai dû Ça a été souder le meilleur antidote. le venin est parti. Mais je le dis, ça fait quand même... il ne faut pas trop penser à ça, parce que c'est vrai qu'il y a une sensation d'étouffement. Et l'étouffement redouble si tout à coup on s'angoisse de cet étouffement. Votre liberté, elle éclate à chaque page. Il y a une page, vous savez, qui a frappé beaucoup de lecteurs, c'est la page où vous racontez les tentatives de votre mère, la Lilette, d'avorter, avec une aiguille à tricoter. Elle est très belle, Je recommande tout le monde de lire ça parce que c'est très cruel et en même temps, il y a beaucoup d'affection. C'est pas cruel. C'est comment dire, c'est la vie. Il y a des tas de gens qui sont passés par là. Et il y a des tas de gens qui ont survécu à ça. Mais il y a peu de gens qui l'ont su avec autant d'amour et de santé. Il y a dans votre parcours des malchances, on en parlera, mais des chances extraordinaires. Vous n'avez jamais manqué d'argent, par exemple. Jamais. J'ai toujours été riche parce que j'ai eu une base américaine à Châteauroux. Je faisais des trafics énormes. Comme j'étais plus fort, c'est-à-dire que à 8 ans, j'en paraissais 12. À 12 ans, j'en paraissais 18. Comme j'étais aussi grand que les GI il y avait 19-20 ans. Je faisais des bras de fer avec eux. Et j'avais, à 13 ans, je faisais 1m80, je faisais 70 kilos. Vous avez séduit beaucoup. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont l'image un peu du Gérard Depardieu qui provoque, qui envoie les uns. Et en réalité, on retrouve dans votre parcours, vous avez séduit les hommes, les femmes, des comédiens qui ont beaucoup compté pour vous. Vous disiez les Américains à Châteauroux. Oui, bien sûr. Et puis votre... C'est pas séduire, c'est-à-dire que, comment dire, si on veut évoluer, s'en sortir, quand on est hyper émotif comme moi, il faut se forcer à sourire. Il ne faut pas rentrer, il ne faut pas être agressif, il ne faut pas être négatif. Et vous avez là-dedans, et moi toute ma vie, ça a développé un instinct, même si j'ai perdu la parole, mais en perdant la parole, il y avait toujours ce sourire. L'affection, elle a beaucoup compté. Il y a cette scène, je le disais, où votre mère essaie de vous avorter avec l'aiguille à tricoter. On imagine vraiment le petit fœtus, l'aiguille à tricoter qui tente. Et en même temps, après, vous êtes survivant. Et elle dit toujours, heureusement qu'on t'a pas tué, t'es mignon. Heureusement que t'es pas mort, voilà. T'es tellement mignon, ça serait dommage. Et c'est tout, mais
C'est très bien, on ne peut répondre que par un sourire. Quand on s'endort, on ne sait pas si on va se réveiller le matin. Et je pense que ça... j'ai toujours pensé à ça, et même maintenant, je me dis, ça sert à quoi? Alors c'est vrai que dans ce métier, après, quand j'ai appris la parole et pouvoir mis de côté cette hyper-émotivité, là, et de ces fameux silences, parce que quand on crée un silence, on donne à celui qui écoute la possibilité non seulement de comprendre, mais d'être avec. Et il n'y a pas besoin de parler fort, il y a simplement le mot suffit à lui-même. Les pièces de Peter Handke, comme c'est moi qui ai commencé à parler en premier, l'acteur qui était joué par Patrice Kerbrat était très embêté. Je tapais dans un sac, comme ça, un boxeur, c'est Herman Quint. Et lui, il était très embêté. Il me dit, puis quand est-ce qu'il va commencer? Et lui me suivait toujours avec sa bouteille de Perrier. Et je sentais la bouteille trembler, parce qu'il avait son bras, son poignet tremblait un peu. Et j'attendais avant que le public se demande qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il a... Et il parlait juste ça. Il disait, je suis triste aujourd'hui. Et l'autre disait, oui, et alors? Il avait tellement peur, donc je lui explique après. Sur la maîtrise du comédien, vous racontez des choses incroyables. Vous racontez des scènes où vous appreniez tout le texte et vous volez des répliques à l'autre. Ça ne va pas assez vite. Oui, Vous non, ça va pas accélérez assez vite, un peu, parce qu'ils prennent des temps. vous prenez les répliques de l'autre et vous dites, c'est bien ça que vous vouliez dire. Voilà. Il y avait Jean-Luc Bidot, Oui, vous le citez, notre compatriote. C'est à lui Oui. que vous volez des répliques. Ah oui, non, parce que Claude parce il passait un moment de sa vie absolument fou. Et alors, il y avait les autres qui étaient... Et souvent, parfois, il avait essayé des choses. Et puis, de temps en temps, comme moi, ça m'arrive, quand on est un peu bourré sur une scène, il faut jamais montrer qu'on est bourré. Pas pour montrer. Il ne faut pas essayer de ne pas montrer qu'on est bourré. Il faut prendre le temps de la cuite. Et puis, en 5 minutes, vous dessoudez. Ça y est, c'est fini. C'est vraiment possible de se maîtriser. Ça vous est arrivé. Bien sûr. Vous avez été piégé, vous aussi. Bien entendu. Je me suis même endormi sur scène. Ouais. Je me suis endormi, je me suis réveillé, bien entendu pas en sursaut. Je me suis endormi parce qu'il y avait un texte de Stifter que disait Patrice Kerbrat. Et là aussi, vous jouez le silence. Surtout, Oui. vous n'accélérez pas, Rien. vous attendez. Il y avait vous 9 minutes de lecture de texte de Stifter, qui était sublime. Et j'écoutais, j'ai dit, je vais écouter les yeux fermés. Et puis, j'ai été réveillé par le silence. Et donc, j'ai regardé et j'ai vu que les gens regardaient et attendaient. Et je me tourne vers Andrea Ferréol, qui était pleine de panique et de sueur. Bon, j'ai dit, alors, bon, j'ai dû m'endormir, mais combien de temps? Et je regarde Kerbrat, pareil, qui était comme un taureau. Et il m'a dit, bon, je vais encore attendre un peu, parce que c'est pas la peine, parce qu'ils vont voir que je me suis endormi. Et puis j'enchaîne, juste comme ça. Et personne ne s'est rendu compte de rien. Votre liberté fascine, Gérard Depardieu. Vous savez bien, même les gens qui se disent il est en train de dire des conneries, ou il est en train de faire... Ça les fascine en même temps que vous osiez. On a l'impression que vous osez tout. Et dans ce livre, c'est très frappant. Il y a des passages très beaux. Je parlais de votre père. Il y a des passages où vous parlez de votre mère qui sont très beaux. Je peux le lire. Hein. Vous parlez de votre mère. Un coquelicot dans les cheveux, pleine de désir pour la vie. Tes petits seins tendus, la taille souple et sensuelle, si gracieuse que les hommes se retournaient sur ton passage, paraît-il. Oui. Non, moi je ne t'ai pratiquement jamais connue que grosse, enceinte, traînant ton ventre et tes petits veaux derrière toi, avec dans le regard cette résignation, ce fatalisme que l'on croise dans le doux regard des vaches laitières. Oui, c'est vrai que j'ai souvent assimilé ma mère à une vache, car il n'y a rien de plus doux qu'une vache. Et c'est vrai que je suis toujours fasciné par les vaches, mais toujours. D'abord par la masse, c'est l'odeur de lait. Une vache qui fait que son veau tête, c'est très très beau. Il y a une page extraordinaire dans la mémo où vous imaginez vos parents faisant l'amour et vous dites il a de la peine à parler, votre père, mais il lui fait l'amour avec passion. Et vous admirez ça. Oui, parce que c'est vrai que quand on est enfant, on ne peut pas imaginer ses parents faisant l'amour. En tout cas, à mon époque, c'était pas possible. Bon, maintenant, je ne sais pas. Elle aimait beaucoup le Dédé, tel qu'il était, à savoir une espèce de grand bidule avec des étoiles dans les yeux et qui faisait réparer les voitures pour les autres, qui était taulier-formeur, et extrêmement perdu, très amoureux de la Lilette. Et puis je pense qu'il y a eu, et ça, je m'en suis rendu compte après, parce qu'ils sont morts à 2 mois de différence. La Lilette est partie en premier,
Et le Dédé l'a suivi. Vous faites le récit de Désir de réussir. Ça a été, il y a eu beaucoup d'années difficiles. D'abord, vous volez, hein. Vous volez énormément. Beaucoup, oui. Vous volez de tout. De tout, vous parce volez que- dans les marchés, vous le dites. Mais je vole dans les marchés, mais je vole pour donner. Ah. C'est vrai que je faisais un trafic énorme avec les Américains où je gagnais beaucoup plus d'argent que mon père. Même quand vous montez à Paris, vous commencez dans la comédie, vous volez encore. Il y a une scène extraordinaire, c'est en mai 68. Ah oui, tous les jeunes étudiants gauchistes sont là. Et vous subtilisez quoi? Les montres, les bijoux? montres, oui, parce que j'étais dans CRS et je voyais, oh, ça monte ma communion. Comme je n'ai jamais fait ma communion, il y en a 2 qui l'ont fait dans la famille. Et moi, le 3e, ni baptême, ni communion, ni rien. Et quand il lève le poing, vous là, voyez je la voyais montre. les montres, je voyais après, quand ils dormaient avec leurs petits joints, ils étaient contents, ils avaient fait la révolution, ils sortaient de chez papa et maman inquiets. Et puis moi, je passais, j'étais à l'Odéon et je voyais tous ces petits corps mélangés avec leurs joints. Et je prenais les petites croix, les gourmettes, les montres, et puis après... Et en même temps, vous récitez du Laforgue. Hein. Oui, Jules C'est Laforgue, presque une oui, scène de souvenir Hugo, de la- c'est presque Les Misérables. Vous récitez du Laforgue en volant. Oui, oui, parce que j'aimais beaucoup Jules Laforgue, le souvenir de l'oubli des morts. C'était très beau, mais ça faisait partie de cette époque, quoi, parce que c'était aussi la jeunesse et en même temps cet appétit de vivre. Alors, voler, ça, c'est rien, ça faisait partie de leur aventure, ma foi. Ils ont fait mai 68. Ah merde, j'ai perdu ma montre. Ben voilà, j'ai perdu mon enfance, parce qu'on leur a régalé cette montre à la communion. Être artiste, ça vous a sauvé? Ah ben, j'ai été sauvé par une sorte de psychologue. Les premières personnes qu'on mettait chez les jeunes délinquants, c'était des gens qui descendent et il a dit, t'as des mains de sculpteur. Et rien que de là, c'est ce mot, t'as des mains Ça, de c'est sculpteur. en prison, hein, parce qu'il y a un Oui. moment où vous faites le coup de trop, je crois que c'est une voiture. Oui, hein, c'est vous ça. empruntez une Des voiture. voitures, des choses. Vous faites la Ben, prison. on m'arrête, on me met 3 semaines chez d'une délinquance comme ça, puis on me fout dedans en tôle. Il y avait un entretien, puis il me voit les mains et il me dit, t'as les mains de sculpteur. Je lui dis, mais il faut savoir dessiner, je ne sais pas dessiner. Mais dans ma tête, je me suis dit, sculpteur, oui, mais c'est comme un artiste. Avec des étapes extraordinaires. Oui. Il y a celle où vous allez écouter Don Juan. C'est un copain Oui, qui vous amène c'est écouter Don Juan. oui. À ce moment-là, vous ne comprenez rien. Hein. Rien. Mais la musique des mots, Ces mots, puis surtout l'attention des gens dans la salle, alors que j'étais sur scène déjà, parce que j'étais rentré par les coulisses derrière la salle Jean Racine de Châteauroux. Et donc, je me suis retrouvé directement sur scène. Je voyais les acteurs de dos avec leurs perruques, ces espèces de costumes jaunes avec des bas, et des gens qui parlaient avec une voix étrange. venant de là où vous étiez et devenant immense comédien, il y a un passage qui est extraordinaire dans votre livre. Vous dites pourquoi peut-être ça vous a aidé. Je comprendrai avec surprise qu'étant étonnamment vide d'inhibition, vide de moi-même peut-être, aussi vide qu'une page blanche en quelque sorte, j'ai une facilité naturelle à laisser entrer un personnage en moi, à porter sa voix et son destin. Oui. Mais oui, parce que c'est ce que je reproche aux acteurs qui pensent ou qui ont une idée d'un personnage. Si vous répétez avec quelqu'un ou vous répétez seul votre texte, c'est mort. Moi, je lis les choses, j'apprends, et c'est dans les répétitions, dans ce dialogue, et non pas un monologue. Vous êtes hors norme, vous avez ce qu'on appelle une hyper-audition. Oui. Il y a trop de choses qui entraient dans votre tête. Beaucoup, hein. voilà, c'est ça. J'entendais trop. L'oreille humaine peut entendre de 0 à 15 000 Hertz. Et moi, j'avais cette tessiture dans la sélectivité auditive. C'est pour ça que je reprends, c'est pour ça qu'en Russie, ou même il y a beaucoup de gens qui pensent que je parle russe ou indien ou chinois, parce que je répète les mots, mais exactement comme la musique. J'ai joué Ivan Grozny avec Riccardo Muti à Salzbourg, et je faisais Grozny, Livon som platit budiem, niet kniashuyski, nikamu platit ni budiem. Et c'est des répliques de Grozny. Et donc Mais j'avais... vous n'y comprenez rien. Non, je comprenais rien. Après, si on m'a mis, les Livoniens veulent notre pays, jamais. Nous ne paierons personne. Il y a un long apprentissage, hein. Il y a des moments assez fascinants. Par exemple, vous êtes tellement en deçà de la parole que vous cassez une chaise de colère. Un premier Oui. exercice de théâtre, vous avez de la peine à Non, parler. c'est-à-dire qu'il y avait une peine avez- à parler, voilà. On vous parle de Pyrrhus dans Racine, vous pensez que c'est le nom d'un chien, etc. Et Oui. en même temps, il y a quelques personnes qui vous repèrent, dont Jean-Laurent Cochet, Oui. immense comédien. Oui. Ça a été votre chance. Puis immense pédagogue. Mais c'est la chance, c'est que avant même, il a vu comment je bougeais, c'était comme un très animal, et
Ben, c'est habituel à la survie. Parce que c'est sûr que quand on n'a rien, il faut bien essayer de plaire. Cochet, homosexuel, il était amoureux de vous? Oh, je pense qu'il était simplement amoureux de la vie. Et puis, homosexuel, c'est un mot... ce n'est pas une maladie, c'est quelqu'un qui a une certaine beauté de l'esthétique. Saint-Augustin, à l'époque de Saint-Augustin, c'était tout à fait normal, mais même, je dirais même plus loin, sous Philippe Auguste, les militaires, la piétaille et les nobles, choisissaient, parce que c'est vrai que dans l'armée, même maintenant, moi j'ai fait Fort Sagan, il y a des méharistes qui passent des mois et des mois dans la... Bon, il y a des choses qui se passent. Il y a plusieurs homosexuels dans le livre qui sont amoureux de vous. Alors, il y a ceux qui vous proposent un peu d'argent, mais il y a aussi ces amours platoniques, comme Cochet et d'autres, qui ont Cochet, beaucoup compté pour vous. Absolument, oui, qui est... Et moi, je n'ai pas fui, ni même son ambiguïté, parce que j'étais libre et c'était pas mon truc à moi. En revanche, à la sortie des catéchismes, quand un gamin, quand je voyais des gens qui étaient là, très malsains, sur d'autres gamins qui auraient été fragiles, moi, au contraire. Je me dis, tiens, amène la boule de pognon, toi, la boule. La boule. Et puis après, plus je cognais, plus ils aimaient ça. Donc, il y avait plein de choses qui se mêlaient. On vous voit aujourd'hui au terme d'une réussite tellement incroyable. Vous êtes sans doute l'acteur français le plus connu du monde, un des acteurs les plus connus de la planète. Mais avant ça, il y a eu des vaches maigres, vous avez dû vous battre. Vous faites les castings au bluff, c'est dur, vous mentez souvent, vous dites je connais, etc. Les valseuses, c'était Coluche qui devait avoir le rôle à l'origine. J'étais là dans cette... Il y avait le producteur qui dit, mais non, on ne peut pas le prendre lui, il va faire peur aux femmes. Là, vous vous battez comme le petit gars monté de sa banlieue pour avoir le rôle. Pas tellement pour que la banlieue, parce que moi, c'était différent. La banlieue, j'aurais peut-être pas eu cette ingénuité que j'avais. Non, moi, je venais d'un endroit où on ne parlait pas et où les gens nous montraient du doigt. Et c'est pour ça qu'on n'était jamais ensemble. On n'était pas en famille. Je veux dire, moi, quand je croisais mon frère dans la rue, on changeait de trottoir. Parce que personne ne connaissait personne. C'est autre chose, parce que même dans la banlieue, même dans les cités dortoirs où il y a les choses, ils sont là. Il y a une vie de famille. Quand la mère fait un couscous, ils sont tous là, ils sont très bien. Mais moi, j'ai jamais mangé avec mon père et ma mère, ni mes frères et mes sœurs. Je mangeais à part. Les autres mangeaient à part. Le Dédé faisait cuire son mou à part, et ça sentait bon. Je dis, pourquoi j'en ai pas, moi, de ça? Tiens, t'en as pas, tiens, prends tout. Moi, je travaille, j'ai rien. Et qu'est-ce qu'a fait ta mère? Rien. Mais c'est bon, pourquoi on n'en a pas? Et voilà, c'est tout, mais c'était comme ça. La parole qui entraîne tout, vous citez volontiers Jouvet, je crois que c'est la diction entraîne le sentiment. Voilà. C'est très beau et c'est terrible à la fois, comme si c'est vraiment... Non, c'est-à-dire que ça, on devrait le dire plus souvent. Je pense que la plupart du temps, maintenant, où les gens ont un langage extrêmement simplifié par les réseaux sociaux, où on fait A+, ou un petit sourire, non, où on ne comprend plus les gens. Je pense que la moindre des politesses, c'est de se faire entendre. Entendre au sens comprendre du mot, et puis essayer d'avoir un langage... beau. Ça, c'est vous, en disant je t'aime, en disant bien je t'aime, on aime un peu, forcément. Oui, bien sûr, et puis d'autant plus que j'avais un problème avec ce verbe-là, le mot je t'aime. C'est très, très difficile à dire. Pour moi, une ponctuation, c'est une respiration, c'est un temps nécessaire. Chez Marguerite Duras, il y a plein de ponctuations qui sont exceptionnelles. Le silence de Marguerite sont des mots plus forts que ses propres mots. Elle fait partie des femmes qui ont beaucoup compté. Oui. Il y a une page extraordinaire où vous arrivez chez elle. Elle a peur de vous d'abord, parce que vous êtes tellement massif et puissant, etc. Non, elle cherchait quelqu'un pour faire un film qui s'appelait Nathalie Granger. Et elle dit c'est vous, il faut que vous jouiez. Non, elle fait ça. C'est-à-dire, elle me dit, je vais voir Claude Régis, me dit, va voir Marguerite Duras. Tu la connais, je dis non. Elle dit, va voir rue Saint-Benoît. J'arrive, rue Saint-Benoît, j'avais une espèce de grande peau de bête dessus, des cheveux longs, ce qu'on appelait à l'époque les beatniks. Et puis, j'ouvre, c'est une petite femme qui m'arrive là, en robe pied de poule, avec un pullover col roulé. Elle me regarde, et elle s'en va tout au fond de l'appartement. Elle me dit, avancez sur moi. J'avance. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce machin-là? J'avance. Et puis j'étais en train de l'écraser sur le mur, puis elle dit, stop! Alors qu'elle était là. Ça va. Vous me faites peur, c'est vous.
Vous avez été tellement de personnages, Danton, beaucoup de personnages qui meurent. Vous dites que ça n'a pas été si facile pour vos enfants. Hein. Il y a des scènes où vous êtes découpé, des scènes où vous êtes décapité. La scène fameuse de la dernière femme où vous coupez le sexe avec un couteau. Un moulinex. Tout ça, pour vos enfants, ça a été dur. Non, je pense que les enfants, c'était pas tellement les enfants, c'est le regard des autres dans l'école qu'ils fréquentaient. C'est-à-dire, quand j'allais à chercher les écoles dans cette banlieue minable de la banlieue ouest parisienne, qui est de bourgeoises parvenus... Vous avez détesté ça, hein, les petits bourgeois. Oui, mais oui, j'ai toujours détesté tout ça, même que les... Non... De même que les bobos, c'est pareil, c'est des gens qui sont là dans leur confort... C'est pas ça la vie. C'est les héritiers des jeunes que vous voliez en Voilà, 68, c'est ça, hein. bien sûr, mais c'est pas ça la vie. Je veux dire, c'est pas. Moi, je comprends qu'on puisse avoir un petit confort et puis d'essayer d'éduquer ses enfants. C'est vrai, moi, je ne suis pas, j'ai pas la fibre, mais je serais pas capable de pouvoir faire comme les femmes le font si bien, à savoir donner des cours, d'amener des professeurs, tout ça, je pourrais pas, parce que j'aime l'air. Et donc, c'est pour ça que j'ai pas réussi ma vie amoureuse, éventuellement. Mais j'ai 4 enfants, et puis j'ai failli en avoir d'autres. Je peux en avoir d'autres encore, mais c'est vrai que je préfère que ce soit la dame, la femme qui l'élève. Moi, c'est pas pour aller faire tirer ailleurs ou faire séduire ailleurs. J'aime pas ça, séduire. J'étais un handicapé quand je voyais tous les mecs emballer les femmes. Moi, je savais pas. Je ne savais pas, j'étais très embêté. Et ça m'a aussi toujours dit, mais c'était... Il y a une très belle scène, vous êtes plagiste à Cannes, hein. Oui. Vous êtes très loin à la démarche, vous êtes un petit plagiste à Cannes, et vous dites, je vous cite, hein, les chattes, hein, les femmes qui sont sur la plage, etc. Et vous n'osez pas. Elles montrent exprès pour voir comment j'allais réagir, et donc je tournais l'œil. Mais je partais, j'avais un gourdin, je partais avec allez, alors, salut. Mais c'est pas la peine. C'est vrai que j'avais un problème avec ça. Vous consacrez un chapitre à Poutine, hein. Vous l'avez aimé tout de suite, hein. Le côté... Il aurait pu être voyou et il est devenu flic. Non, pas tout de suite. Je m'étais privé d'aller en Russie pendant longtemps, parce que j'avais toujours l'ombre de ce Staline qui était terrible. Et puis, je n'aimais pas que un pouvoir politique fasse souffrir un peuple. Et j'étais loin de... C'est pas Kim Jong-il. Hein, Cela dit, Poutine, c'est un policier. Il y a ce côté fibre policière. Mais tous ceux qui ont fait le KGB, d'ailleurs, je voudrais apprendre la langue russe avec le FSB ou le KGB. Ça vous rebute pas, ça, ce côté flic, chez lui? Non. Je veux dire, les seuls qui m'ont éduqué ou qui m'ont donné des leçons de civisme, c'est la police. Vous aimez la police, hein. À Châteauroux, vous racontez à quel point il vous aide, administration n'a fait ça. Le catéchisme m'a rejeté, l'école m'a rejeté. Tous, ils m'ont toujours rejeté. La sécurité sociale, pareil, parce que j'en ai rien à foutre de leur carte vita. Les seuls qui m'ont aidé, ce que j'ai dit à l'autre quand je lui ai téléphoné, l'autre, c'est je lui ai François dit, c'est Hollande. Je lui ai dit, les seuls qui m'ont aidé, c'est peut-être ta police. La seule administration que j'ai abîmée un peu, mais c'est la police qui m'a bien rendu, parce que je trouve, d'une part, que vous les traitez mal, police et gendarmerie. Alors, bien entendu, on ne peut pas tomber que sur... Mais ce sont des gens très bien. Les morts, ils sont très présents. Oui. Vous y pensez chaque jour? Toujours, oui, bien sûr. C'est eux qui sont là, vivants, et qui se manifestent à moi. Il y a un très beau chapitre final dans votre livre où vous dites à vos enfants, vous ne voulez pas transmettre. L'héritage, voilà. Ouais. Et vous citez Handke, qui est votre auteur fétiche. Oui, hein. oui. Oublie ta famille, donne des forces aux inconnus, penche-toi sur les détails, pars où il n'y a personne, fous-toi du drame du destin, dédaigne le malheur, apaise le conflit de ton rire. Voilà. C'est beau. C'est plus que beau. C'est par les villages de Peter Handke. Je veux dire, tout ce que Peter Handke a... C'est pas écrit, a vécu, parce que c'est un homme extrêmement secret, et qui ne passe son temps qu'à regarder un peu comme Cézanne, d'ailleurs, dans les pas de Cézanne, ou dans le malheur indifférent, dans la tête de sa mère, qui était aussi analphabète. Les malheurs, vous en avez eu beaucoup, la mort d'un fils, dédaigne le malheur, sourit. Hein. On retrouve ça. Le sourire dont on parlait au début, sourire. Mais bien sûr, bien sûr. Le malheur, c'est pas, il n'y a rien de malheureux, si ce n'est que le vide. Ou, enfin, pas le vide, c'est pas ça, l'absence. Mais l'absence, le vide peut se combler avec l'absence. Parce qu'on n'est jamais... La personne qui est partie est en nous. Donc c'est à nous de choisir de la faire vivre. Et elle vit sans arrêt. Merci Gérard Depardieu. Voilà. On vous lira. Ça s'est fait comme ça, à XO Édition. Merci beaucoup. Merci Darius.